Merci de nous avoir invités à présenter un autre point de vue sur l'EHPAD. Et en fait, l'idée de l'intervention, c'était de dire, quand on était au plus fort de la crise dans le confinement, qu'est-ce qui s'est passé dans le modèle EHPAD pour qu'on en soit arrivé à tirer sur l'ambulance ou voilà. Il y a eu une sorte d'EHPAD bashing, enfin il y avait des tas de difficultés. Et en tant qu'architecte, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a inventé l'EHPAD pour que finalement on ne réponde pas aux vrais besoins, aux vraies attentes qui étaient déjà explicitées avant. Et donc j'ai fait une sorte de retour en arrière que j'ai appelé, que j'ai fait un peu en quatre temps. Depuis la création de l'EHPAD, je me suis dit, quand on a créé l'EHPAD dans les années 2000, on avait des fondations quand même très solides, puisqu'il s'agissait de bâtir des projets de vie, de soutenir l'autonomie, de renforcer la socialisation. Il y avait des principes de liberté, de citoyenneté. Et puis après, se sont développées quand même beaucoup de choses techniques qui ont amélioré de façon incroyable le niveau d'accompagnement et d'accueil. Moi, j'ai connu les années 80. Les maisons de retraite, c'était quand même, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait les salles communes, enfin, il y avait plein de choses qui étaient quand même assez dures. Donc, il y a eu d'énormes progrès sur des questions de confort, de fonctionnalité, d'accessibilité, d'hygiène, des soins, la gestion, le professionnalisme des soignants, sur la restauration, mais aussi sur l'accompagnement, l'animation, le bien-être, les médecines alternatives. Enfin, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été faites. Et ça, c'est ce qui m'interrogeait. Je ne comprenais pas pourquoi il y a un sentiment de rejet. Donc ça a été le modèle un petit peu juste avant ce qui s'est fait juste avant la crise. Et là, il y avait déjà des choses qui étaient en route pour faire muter le modèle. Et notamment la prise de conscience de l'isolement des personnes. Voilà. Et l'idée d'ouvrir l'EHPAD sur la cité, de diversifier l'offre aussi, quelque chose qui était quand même très demandé. De fabriquer des parcours résidentiels, de faire de l'EHPAD une sorte de plateforme de ressources et de services, de créer des liens avec le quartier, etc. Bon, ça, c'était dans les tuyaux. Et puis, voilà, il y a eu ce présent très difficile au mois d'avril. On était dans une sorte de sidération, ça a été dit et redit. Pourquoi pourquoi l'EHPAD avait tant de difficultés à ce moment-là. Il y avait des questions de distance sociale, il y a eu des questions de modification de comportement, il y a eu un rapport à l'espace en fait qui a changé. On a eu des injonctions pour se comporter d'une certaine façon et pas d'une autre. Les personnes ont été isolées, etc. Il y a eu aussi évidemment des révélations incroyables, et notamment l'engagement de tous les personnels, on l'a vu ce matin. Et puis il y a eu des modifications aussi d'intrusion de la mondialité dans l'espace intime. Tout le monde s'est mis à faire des visios, on voyait passer les enfants, les animaux, tout se passait dans le séjour, le travail, l'école, etc. La relation à l'espace aussi a changé, je pense, à ce moment-là. Une sorte de visibilité comme ça qu'on ne voyait pas avant. Alors, il m'a semblé que l'EHPAD, finalement, était, à ce moment-là, un peu l'emblème de nos fragilités. Et que cette sorte de peur aussi, peur de la mort, peur de la maladie, puis l'incertitude au jour le jour, c'est un peu ce qui recommence. Donc, dans tout ça, la question, c'était que fait l'architecte ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
améliorer ce modèle ou le changer. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le mettre à la poubelle. Je pense qu'il y a énormément de qualités, énormément de choses positives. Je crois surtout que qu'on a travaillé l'EHPAD avec des représentations qui nous ont un petit peu bloqués, et notamment la représentation du domicile. Je crois qu'on a bâti, en fait, quand on a conçu les premiers EHPAD, on était sur l'image des Cantoux, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc on a toujours cherché finalement à imiter la vie du domicile, tout en étant dans un système collectif. Donc il m'a semblé que c'était quand même un élément de blocage, et que peut-être il faudrait aborder les choses autrement pour, si on voulait changer de point de vue et inventer autre chose. Voilà, ça me paraissait être un des points importants. Et assumer ce côté collectif, ce côté nécessité des soins, quelque chose qui a manqué. Donc, maintenant, 6 mois après ce constat, il me semble que l'EHPAD du futur, bon, en résumé, je pense qu'il y a des objectifs à long terme qu'il faut qu'on intègre dans les bâtiments, et notamment, bon, on a les questions de climat, on a les questions de santé, et puis des questions de démographie, de longévité, de vieillissement, etc. Donc je crois que tout le monde a à peu près compris que l'offre elle allait se diversifier, mais il reste malgré tout quoi faire de l'EHPAD, et notamment peut-être des EHPAD existants, parce qu'on parle toujours de l'EHPAD futur, mais qu'est-ce qu'on fait des EHPAD existants qui sont quand même, pour la plupart, à peu près entre 20 et 25 ans d'âge. Donc là, sur la question énergie, je pense que c'est un vrai sujet très pragmatique qu'il va falloir aborder. Je pense que l'EHPAD du futur, c'est d'abord un EHPAD zéro consommation. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais je crois que ça sera un des points importants. Je crois aussi qu'il y aura une question de coût. On ne pourra pas, parce qu'en finalement, le prix de l'EHPAD, il n'a jamais baissé. Voilà, on n'arrive pas à faire quelque chose qui soit, je dirais, plus efficace, en tout cas plus performant, avec un coût moindre, ce qui est quand même un peu étonnant. Et puis, il faut qu'on intègre les questions de sécurité, bien sûr, sécurité sanitaire, j'entends, et surtout qu'on développe les usages, ce qui a été dit et qui, je pense, est extrêmement important, et notamment cette notion d'usage augmenté, c'est-à-dire pouvoir envisager les choses, enfin les usages différents dans des locaux qui peuvent bouger, qui sont flexibles, voire partagés avec différents publics. Voilà. Alors, la question après, c'est aussi la production. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas dissocier toutes ces questions de comment on le fait, comment on le fabrique, comment on le dessine, comment on le conçoit et comment on le produit. Je pense qu'on est dans un moment où les choses s'accélèrent. Paradoxalement, on a peut-être l'impression que ça s'arrête, mais en fait, moi je trouve que ça s'accélère. Je crois qu'il y a des industriels qui vont arriver dans le bâtiment. Il me semble qu'il y a des process qui vont bouger. Et peut-être que nos rôles différents d'architectes, voilà, qui sommes, je pense, qui pourraient être très performants, bien sûr, dans cette situation, puisque tous les architectes savent gérer l'incertitude, ils savent gérer la complexité, ils savent conduire des projets, voilà. Et il me semble que ça, c'est vraiment... je suis très, très content de participer à ce colloque, parce que je crois que c'est notre job, quoi. On doit porter quelque chose sur la façon d'organiser tout ça.
Et on a, je pense, les capacités de le faire, et on a vraiment les moyens, les compétences. Voilà. Et alors, comment le faire concrètement? Alors, j'ai rencontré Florence Mathieu, qui va vous présenter sa partie qui est sur, disons, ce qu'on appelle le design thinking, et donc qui explique comment on peut à la fois démonter les représentations qui bloquent et trouver des explications ou une façon de faire un programme de façon un petit peu différente que ce qu'on fait d'habitude. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci. Et je te laisse la place également. Je vais prendre la zappeuse. Le timing, c'est pas plus mal. Et voilà, pardon. Donc bonjour, merci Didier pour cette introduction sur sur cette vision temporelle de l'EHPAD. Et du coup, on reste vers une question finalement, c'est quoi le futur conditionnel de l'EHPAD? Quel est le futur souhaitable? Et pour imaginer un futur souhaitable, comme on l'entendait aussi à la présentation d'avant, c'est-à-dire qu'il faut explorer des modèles différents, et pour explorer, des modèles différents, il faut des outils. Et aujourd'hui, je vous propose de vous partager un outil d'exploration qui s'appelle le design thinking. Le design thinking, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode, une culture d'innovation qui vient au départ de la Silicon Valley et qui est beaucoup utilisée dans le monde industriel pour aller développer des nouveaux projets. Donc moi, c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai enseigné le design thinking pendant plusieurs années au sein de l'école des ponts, qui s'est dit, en fait aussi, il faut qu'on dote nos futurs ingénieurs d'outils un petit peu différents pour penser des projets. Et en fait, c'est une méthode qui est hyper adaptée au monde de la santé et du médico-social. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un peu les 5 piliers de cette approche, parce que je pense qu'elle peut nous aider à penser des modèles d'établissement différents. Alors, le premier pilier de cette approche, c'est l'empathie. L'empathie, ça veut dire se mettre à la place des utilisateurs. Se mettre à la place des utilisateurs, ça veut dire comment on va essayer d'écouter, d'interviewer, de comprendre les personnes qui vont passer la fin de leur vie dans un EHPAD. Se mettre à la place des utilisateurs, c'est aller à leur rencontre et comprendre qu'en fait, aujourd'hui, l'arrivée en EHPAD, elle est vécue comme un vrai traumatisme. Je reviendrai là-dessus après. Comme me l'a dit cette personne, ce ne sera jamais ma maison, ma chambre, je campe en attendant la fin. Alors quand on va sur le terrain et qu'on entend ça, on se dit, attends, il y a peut-être quelque chose qu'on peut penser un peu différemment dans une chambre, peut-être qu'on peut penser la chambre avec un peu plus que seulement un lit et un espace de circulation autour. Alors, se mettre à la place des utilisateurs, ça veut dire prendre un simulateur de vieillissement, se mettre dans un lit médicalisé, comme je l'ai fait là, et comprendre qu'en fait, quand on met un chevet fixe au mur et des interrupteurs fixes à l'arrière du lit et qu'on a des raideurs articulaires, c'est juste inaccessible. Et en fait, on va créer un niveau de dépendance à des soignants, alors que peut-être que dans la conception initiale de la chambre, on aurait pu penser des choses différemment. Se mettre à la place des utilisateurs, ça veut dire, vous tous, concepteurs ou futurs concepteurs d'EHPAD, est-ce que vous seriez prêts à aller vivre 3 ou 4 jours en EHPAD pour vivre et comprendre ce que ça veut dire? Donc moi, dans un de mes derniers projets que j'ai accompagné pour un EHPAD, on a fait ça. Et puis quand j'ai dit aux veilleurs de nuit, vous viendrez bien me réveiller cette nuit, comme vous le faites pour les résidents, ils m'ont regardé avec des grands yeux, on va vraiment faire ça? J'ai dit oui, vous allez vraiment faire ça? Et le matin, en fait, tous les soignants nous ont dit, mais en fait, nous aussi, on oublie de se mettre à la place des utilisateurs. Et je pense que ça, c'est un des vrais enjeux aussi pour imaginer les établissements de demain, c'est comment on se met à la place des usagers finaux. Le deuxième point, c'est qu'en fait, très souvent, quand on essaye d'imaginer des modèles différents, on part tout de suite sur des solutions, on cherche des idées. Toute la phase du design thinking, toute cette approche, c'est de se dire, en fait, avant de trouver des idées, il faut déjà qu'on comprenne les vrais problèmes. Parce que dès qu'on a compris les vrais problèmes, on va être beaucoup plus pertinent dans les réponses qu'on apporte, et très souvent, ça ouvre un champ des possibles qui est complètement différent. Je vais vous donner un exemple qui est très, très pratique. Si on prend un exemple concret, c'est que les équipes en EHPAD sont surchargées avant les repas. Bon, la seule solution, c'est d'avoir plus d'équipes. On a des coupes budgétaires qui rendent ça compliqué. Puis sinon, on va essayer de remonter, c'est quoi le problème racine? Pourquoi les équipes sont surchargées avant le repas? Parce qu'il faut aider les résidents à descendre à la salle à manger. Pourquoi il faut aider les résidents à descendre à la salle à manger? Parce qu'ils ne sont pas autonomes pour se déplacer. Pourquoi ils ne sont pas autonomes pour se déplacer? Parce que les résidents se perdent sur leur trajet chambre-salle à manger, parce qu'ils ont oublié que c'était l'heure du repas, ou parce qu'ils n'arrivent pas à manipuler tout seul leur fauteuil roulant.
En fait, une fois qu'on a compris ce problème, là qu'on est remonté au problème initial, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de solutions qui peuvent répondre à cette problématique. On peut penser des établissements où effectivement le trajet chambre, salle à manger va être beaucoup plus intuitif. On peut essayer de travailler sur les repères spatiaux pour faire que ça va être beaucoup plus évident pour les résidents. On peut penser des solidarités d'étages où les résidents les plus autonomes vont pousser les personnes en fauteuil qui sont les moins autonomes. On peut penser sonner une cloche quand c'est l'heure du repas. On peut imaginer plein de choses, des idées peut-être plus ou moins folles, mais d'un coup on ouvre le champ des possibles, et ça c'est une grande force de cette approche, et je pense que c'est un des enjeux pour penser les établissements de demain, c'est revenons aux réelles problématiques. Pour imaginer plein de solutions, ça demande d'être créatif. Ça c'est le troisième pilier de cette approche-là. C'est la créativité. La créativité, il y a plusieurs enjeux. C'est que déjà, c'est comme un muscle, ça se travaille. L'autre enjeu, c'est qu'en fait, pour être vraiment créatif, il faut déjà avoir bien défini le problème. Et puis la créativité, ça s'organise. Ça s'organise, c'est-à-dire qu'il faut créer un climat qui la favorise. Si on tue les idées avant même qu'elles naissent, on ne pourra jamais être créatif. Et puis, il faut transformer les idées, rebondir, et ça, il faut créer un climat qui le favorise. Et je pense que ce matin, on a vu plein d'exemples qui ont montré que dans la crise du Covid, les établissements ont été hyper créatifs. Et il y a un vrai enjeu de comment aussi cette culture de la créativité, elle persiste aussi au-delà de la crise et dans la façon dont on va penser les établissements de demain. Mais bon, les idées, c'est bien, mais aussi, après, il faut les rendre tangibles. Et donc ça, c'est le quatrième pilier de l'approche. C'est le prototypage. Le prototypage, c'est dire comment est-ce qu'on rend très rapidement une idée tangible pour valider qu'elle est pertinente. Tout l'enjeu de cette approche-là, c'est dire allons cibler la vraie question et testons rapidement. Quand on dit un prototype, ce n'est pas un prototype qui arrive en bout de la chaîne, comme on ferait un peu une chambre témoin qui est hyper bien finie, mais en fait, on ne peut déjà plus rien modifier. Un prototype en design thinking, ça arrive très tôt dans le processus. On parle de prototype rapide et moche. Rapide et moche, parce que en fait, si ça ne fonctionne pas, on le fout à la poubelle, puis on n'a pas perdu grand-chose, et puis si ça fonctionne bien, c'est une idée qu'on va pouvoir poursuivre. Là, je vous ai montré un petit exemple d'un prototype rapide et moche qu'on a fait dans un EHPAD, où il y avait une grosse problématique de repères dans l'établissement. On a mis en place ça sur la banque d'accueil. Le résultat, en fait, la personne de l'accueil gagne du temps parce que les visiteurs arrivent à s'orienter tout seuls. Il y a un gain de temps pour le personnel parce qu'ils disent « Madame Coquard, pour aller dans votre chambre, suivez la ligne bleue ». C'est hyper efficace. Le coût de ça, c'était 20 €. L'étape d'après, c'est de dire « Oui, c'est une solution qui fonctionne, on va pouvoir la rendre plus esthétique et l'adapter dans le projet de réhabilitation de l'établissement ». Et puis, le prototypage et toutes les étapes que j'ai dit, ça fonctionne que s'il y a une réelle collaboration. Et ça, c'est l'autre pilier de la méthode, c'est dire comment pour penser aussi des modèles différents, on met tout le monde autour de la table. Tout le monde autour de la table, c'est pas juste faire une réunion, et puis on essaye d'entendre la personne qui va parler un peu plus fort que les autres. C'est aussi aller utiliser des outils différents. Ça, c'est un atelier d'intelligence collective qui a été fait dans un EHPAD, avec l'objectif de dégager ce qui fonctionnait bien et ce qui était amélioré dans l'établissement. Le principe, c'est qu'à tour de rôle, à chaque étape, il y a une personne qui parle pendant 3 minutes à une autre, l'autre l'écoute, puis toutes les 3 minutes, on tourne et on inverse les rôles. Et au bout d'1 heure, en fait, c'est la directrice qui a écouté l'aide-soignante, c'est l'aide-soignante qui a écouté la personne de la maintenance, c'est la personne de la maintenance qui a écouté l'ergothérapeute qui a écouté la psychologue. Et d'un coup, il y a une vraie vision collective de l'établissement qui intègre toutes les parties prenantes et qui se dégage. Alors là, je vous ai donné un teaser un peu rapide de ce que c'était que cette méthode. J'espère que ça vous a donné envie, parce qu'en fait, je pense que c'est une méthode qui est hyper forte parce qu'elle est extrêmement pragmatique et extrêmement centrée sur l'humain. Et en fait, elle peut aider pour résoudre énormément de problématiques. Elle peut servir à repenser l'organisation de travail dans des services. Elle peut permettre d'établir votre projet d'établissement. La slide que j'avais loupée au début, c'était Harvard Business Review qui titrait il y a quelques années « Le design thinking est une des approches les plus prometteuses pour réinventer l'expérience patient ». Donc c'est pas juste moi qui le dis. C'est une approche qui peut servir à penser un peu différemment des projets architecturaux. Ça, c'est un projet qu'on vient de faire avec le groupe SPI Batignolles.
où on s'est aperçu qu'en fait, dans l'usage, des personnes, elles déplacent leur lit dans leur chambre, parce qu'à un moment, c'est important pour certaines qui sont autonomes d'avoir un lit contre un mur, et pour autant, en général, le plan de la chambre n'est pas du tout pensé à ça, pour ça. Donc on a essayé de prototyper et d'imaginer une configuration de chambre complètement différente, qui n'impose pas d'avoir le lit contre le mur, mais qui le permet. Ça peut permettre de repenser des équipements. Quand on est parti du fait que le chevet était inaccessible, on a imaginé un chevet tout en un, qui regroupe tout ce que la personne peut avoir besoin à proximité, des prises USB pour charger son téléphone, une lampe qui s'oriente, et d'un coup, on redonne de l'autonomie aux personnes en partant d'une vraie situation d'usage. Et puis finalement, ça permet de redonner du sens aux équipes, parce que d'un coup, on sait pour qui on est en train de faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est un des gros enjeux, c'est de ne pas oublier le sens de ce qu'on est en train de faire. Et quand on explore des nouveaux modèles, on a besoin d'une boussole. Les usagers, c'est une boussole qui est extraordinaire. Et donc, moi, je vous invite aussi à vous poser la question de c'est qui votre boussole pour développer de nouveaux projets. Et puis, pour finir, cette photo-là, c'est pas une photo d'un usager lambda, c'est pas une photo d'une banque d'images. Ça, c'est la photo de ma grand-mère, parce que moi, quand j'essaye de développer des projets, je me dis, est-ce que ça va correspondre à ce qu'elle a envie? Et je pense que c'est ça aussi l'enjeu pour créer l'EHPAD de demain, c'est est-ce que c'est le modèle qu'on a envie? Et on a un vrai enjeu de trouver à chacun notre boussole pour développer des modèles d'EHPAD nouveaux. Merci.